ça roule quand même assez vite ces petits engins-là. Ouais, c'est 40 non maintenant, faut pas ça Ouais, là on est même 45. ouais, homologué 45. Bon Jean-Marie, ici on est un petit peu, je ne vais pas dire dans ton fief, mais dans ton domaine. Tu es le fondateur de la société Isagri. Fondateur d'Isagri, il y a quelques années, hein, maintenant ça ne nous rajeunit pas. Je ne sais pas Thierry si tu étais né, c'était il y a 38 ans. Si, j'étais né. J'ai même, alors c'est marrant parce que j'ai cité Isagri dans mon bouquin parce que ça fait partie un peu de mon histoire. Ouais. J'ai fait un rapport de stage à l'époque, donc c'était en 80, que je dise pas de bêtises, pas 92, 89 je pense, sur l'agriculture à la ferme. Et j'avais cité entre autres à l'époque Isafumur, Isamarge, oui. Isaconta. Effectivement. Parce que c'est vrai que c'est des produits qui étaient assez novateurs pour l'époque et on a vu l'agriculture arriver tout doucement avec les personnels computers, on va dire, dans le monde de l'informatique aussi. C'était un peu les débuts, je suppose. À vrai dire, les tout débuts se sont passés à Unis-la-Salle, qui s'appelait l'ISAB à l'époque, ouais. l'Institut supérieur agricole de Beauvais, l'ISAB. Et nous sommes arrivés sur le site que vous venez de découvrir il y a en 96, donc 24 ans. D'accord. Et nous avons organisé les choses en campus, c'est-à-dire on a construit des bâtiments au fur et à mesure que la taille des équipes augmentait. Et d'ailleurs, il y a un nouveau bâtiment qui vient de se construire encore parce que ça grandit encore. Oui, c'est ça, qui est en finition. On a un peu de retard, la Covid ne nous a pas aidés, mais ouais. Néanmoins, comme pratiquement tous nos collaborateurs sont en télétravail, eh bien, ce bâtiment ne nous a pas réellement manqué, mais le déménagement est prévu pour dans quelques mois maintenant. Bon, donc tu es prêt pour les questions, Thierry? Allez, c'est parti. Alors, quand on vous dit agriculture, vous pensez à... Réponse A, votre jeunesse au volant d'un Someca 1000. Réponse B, un hangar de production de steaks d'insectes. Réponse C, des champs de robots dans les champs. Et réponse D, Thierry, car vous pensez toujours à Thierry. Ah, écoute, j'ai bien envie d'être sympa avec toi, Thierry. Non, faut pas. Après, ils vont se demander ce qui se passe. Donc, je dirais, en réalité, aucun de tout ça, mais celui qui est le plus proche de notre activité, c'est quand même des robots dans les champs. Parce que je suis assez certain que l'évolution va nous conduire à robotiser toujours plus, et je pense que c'est l'une des réponses, notamment à la diminution des pesticides en agriculture. Et donc, voilà, quant au Someca 1000 dans la ferme familiale, puisque mes parents étaient agriculteurs. D'ailleurs, j'ai rêvé moi-même de reprendre l'exploitation. C'est même devenu un projet sérieux pendant plusieurs années. D'accord. Nous avions des Ford. Alors, je vois qu'on est ouvert, hein, il y a plein de marques là. Ouais. Est-ce que tes auditeurs savent qu'on est sur un Valtra dernière génération? Oui, tout à fait. Bon. Donc oui, c'était une vraie passion pour moi, la mécanique, les tracteurs, mais aussi les animaux, les vaches laitières en particulier. J'étais très attiré par les vaches laitières, et quand je dis installation, ben c'était mon projet. Je voulais reprendre l'exploitation et installer un troupeau de vaches laitières. D'accord. Et puis pour finir, la vie a fait que... Eh bien, je suis d'une famille de 8 enfants, donc je pouvais imaginer qu'il y ait un petit peu de concurrence pour reprendre l'exploitation. Et puis, finalement, non. Pendant plusieurs années, eh bien, j'étais le seul à vouloir reprendre l'exploitation. Et donc, ce qui était un rêve au départ, finalement, a pu se concrétiser. Et c'est devenu un projet. J'allais reprendre l'exploitation. C'était devenu à peu près certain pour tous mes frères et sœurs. C'est moi qui reprendrai l'exploitation. Et puis, au moment où, à la fin de mes études à Toulouse, à Purpan, où je commençais à entrevoir ce que j'allais
quand j'allais le faire, eh bien, à la fin de mes études, je dis à mon père, ben voilà, je suis prêt. Et c'est là qu'il m'a dit, lui, ben moi, je ne suis pas tout à fait prêt. Donc, bon. Quand j'ai dit à mon père que j'étais prêt à rentrer, c'est là que lui m'a dit, ben non, moi, je ne le suis pas tout à fait. Tu as encore 2 jeunes frères qui vont rentrer en études supérieures et donc j'ai besoin des ressources pour payer leurs études. Ah, d'accord. Et donc, il m'a invité à faire autre chose en attendant. Et c'est comme ça que j'ai formé le projet de partir une année aux États-Unis et une autre année en Russie pour voir des choses très différentes. Ah oui. Et donc, j'ai mis à exécution la première partie du plan, c'est-à-dire que je suis parti à l'université du Minnesota. J'ai fait quelques stages aussi en exploitation agricole. Et mon envie d'aller en Russie était de moins en moins forte, ce qui m'a amené à saisir une opportunité de travailler sur un contrat court au Canada, à l'université Laval. Et il s'agissait de quoi faire? Eh bien, de travailler sur un projet de recherche pour l'équipement informatique des agriculteurs. D'accord. Un petit lien avec l'activité future, voilà. Même si j'y pensais absolument pas, je n'avais pas le projet de créer une entreprise, puisque mon vrai projet c'était reprendre l'exploitation. Et puis de 3 mois, ce qui était le contrat initial, j'ai été amené à prolonger. J'ai fait de l'enseignement de gestion à l'université Laval. Et j'ai continué à travailler dans cette petite équipe de recherche qui voulait créer des logiciels pour les agriculteurs à une époque où les micro-ordinateurs n'existaient pas encore. C'était donc sur des très grosses unités. Ah, d'accord. Voilà. Voilà, et quand, de 3 mois, je suis resté 3 ans. Et quand je suis revenu, en fait, pour reprendre cette fois l'exploitation, j'ai eu une grosse surprise puisque mon frère était là. Mon jeune frère qui sortait de l'école, il était là, pas installé bien sûr, hein, puisque c'était mon projet. Mais il était là et il avait bien envie lui aussi de reprendre l'exploitation. Voilà, donc on a formé le projet de s'installer ensemble, hein, en commun, et puis bon, les choses n'ont pas vraiment fonctionné. On avait des objectifs vraiment très différents, divergents même, plus que différents. D'accord. Et donc en fait ça a capoté. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à Beauvais. J'ai cherché un enseignant et comme dans les écoles d'ingénieurs, c'est des enseignants-chercheurs, entre guillemets. Mmh. Et j'ai proposé donc à mon directeur à l'époque de poursuivre en quelque sorte le travail commencé sur l'informatisation de la gestion pour les agriculteurs, de le poursuivre cette fois sur les petites machines. Puisque IBM, c'était en 1983, IBM commençait à vouloir s'implanter en France avec ses Personal Computer. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Et de notre côté, nous on a pensé, mais comme plein d'autres, hein, puisque ceux qui ont démarré en même temps que nous étaient très nombreux, que pour que ces machines-là puissent être exploitées ou arriver même simplement dans les exploitations agricoles, eh bien, il fallait qu'il y ait des logiciels adaptés aux besoins spécifiques de l'agriculture. Et donc, on s'est attelé à ce sujet-là. Et le premier logiciel qui a fait l'adhésion, en tout cas, des agriculteurs avec lesquels on travaillait dans le cadre de l'école, bah, c'était un logiciel de gestion et de comptabilité. D'accord. Parce que les agriculteurs qui travaillaient avec nous étaient vraiment très très préoccupés de maîtriser en quelque sorte leur gestion, d'être autonomes pour les décisions sur leur exploitation. Et c'était, quelque part, c'est aussi une particularité, je pense, du monde agricole que de s'intéresser beaucoup à la gestion, parce que dans d'autres entreprises, c'est pas forcément la première partie, chez des artisans, où je vois en activité centre équestre, on travaille plutôt d'abord pour l'activité, la gestion n'est pas forcément aussi suivie, quoi. Oui, tu as raison, merci pour cette question, parce qu'il faut replacer les choses dans leur contexte. Il faut savoir qu'un ordinateur à l'époque, ça coûtait très très cher. Hein. Notre premier ordinateur,
en euros d'aujourd'hui, nous l'avons commercialisé au prix de 30 000 euros. Ouais. Donc, ça veut dire que c'est un marché, c'était très très étroit, de gens extrêmement motivés. Et donc, c'était quand même plutôt un profil d'agriculteurs très high-tech et très... bon, souvent quand même des grosses exploitations. Oui. Et avec un besoin très fort. Et surtout, une très forte motivation. Et donc, ces gens-là, ils avaient des exigences quant à la conduite de leur exploitation. Ils avaient surtout le besoin d'être autonomes avec leur gestion. Là, aujourd'hui, ils considéraient qu'ils avaient les chiffres, mais que ces chiffres-là n'étaient pas guère exploitables parce que, comment dirais-je, ces chiffres-là arrivaient vraiment beaucoup trop tard. Et donc, ils entrevoyaient qu'avec le personal computer, eh bien, ils pouvaient, de façon très réactive, rentrer leurs données. C'était du temps réel, quoi. Et voilà, en temps réel. Et donc, en termes de gestion et de capacité à prendre des décisions, eh bien, ça n'avait rien à voir. Et donc, c'était une grande motivation pour eux. Et donc, devenir autonome pour leurs décisions, c'était ce qui réunissait les agriculteurs de cette époque-là. D'accord. Bon, des agriculteurs qui s'équipent encore aujourd'hui, il y en a qui ont ce profil-là, il ne faut pas l'ignorer. Mais la grande majorité, effectivement, la quasi-totalité des agriculteurs de l'époque, c'était ça. Ouais, c'est des pionniers, quoi. Des pionniers, voilà. Et, Okay. voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai abandonné mon projet d'exploitation. Et aujourd'hui encore, c'est mon jeune frère qui est encore sur l'exploitation. Qui est sur l'exploitation. Ouais. D'accord. En Seine-Maritime, pas très très loin d'ici. D'accord. Ouais. Bon, on peut passer à la deuxième question parce il y a qu'ils en une ont mis 3. Hein. Il y a 3 questions. Ah ouais, ils turbinent les gaillards. Hein. On est parti pour une course de combien de temps? Voilà, on a encore 15 minutes. Donc, 15 minutes, d'accord. Voilà. Question techno. Quelles sont les évolutions numériques majeures de ces dernières années? Réponse A. L'usage des satellites en agriculture. Réponse B. Le smartphone qui a permis d'être connecté en continu à partir de sa poche. Réponse C. L'omniprésence d'Isagri dans les bureaux des agriculteurs. Et réponse D. L'arrivée du GPS dans les tracteurs. Bon, alors la première question, les satellites, et la dernière, c'est un peu la même chose déjà, puisque le GPS, c'est grâce aux satellites. Je dirais que, pas seulement Isagri, mais forcément avoir des logiciels qui soient adaptés, ciblés pour les agriculteurs a vraiment contribué au développement. Je pense que sans entreprises spécialisées qui connaissent le métier, qui soient attachées à la profession des agriculteurs, c'est sûr que l'équipement serait allé beaucoup plus lentement. La passion pour l'agriculture nous a fait faire des petits miracles. Quant au smartphone, ça, pour le coup, c'est une opération plus récente. C'est vrai que c'est une démocratisation encore différente, un accès rapide. Un confort, une capacité à prendre des décisions extrêmement réactives. Oui, c'est vraiment un très gros bénéfice. Mais là, pour le coup, ni Isagri ni les éditeurs de logiciels n'y sont pour grand-chose en dehors de vous adapter à cette arrivée-là aussi. Exactement. Et je dis parfois que notre métier vrai à nous, c'est pas de créer en tant que tel des innovations. Notre premier métier, c'est d'écouter les besoins des agriculteurs et de sélectionner toutes les innovations qui peuvent sortir. Il y a des choses qui sortent tous les jours. Et donc il faut, en connaissant bien le métier, être capable de sélectionner et d'adapter du coup nos produits pour que ça soit utile aux agriculteurs. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est important et c'est marrant de voir aussi que aussi bien les agriculteurs que les entreprises qui travaillent pour le parc agricole, comme la vôtre aussi, quoi, c'est de dire d'avoir aussi une avance parce qu'on n'est pas en retard au niveau, j'allais dire, logiciel suivi par rapport à d'autres professions. Et même les agriculteurs sont plutôt en avance techniquement ou technologiquement par rapport à d'autres
métier ou le grand public, quoi. On est souvent très connectés, on le voit lors des, j'allais dire, des bilans que fait Ternet régulièrement sur les résultats. Ouais. Et c'est dingue, quoi. Oui, c'est bien vrai, à taille comparable. Hein, les agriculteurs, le plus souvent, ce sont des TPE. À taille comparable, les agriculteurs sont de très loin aujourd'hui la profession qui est la plus connectée, on va dire, la plus connectée, la plus informatisée. Je pense que c'est une grande chance pour l'agriculture. Ouais, on voit les évolutions. Enfin, quand on voit aussi le vivier de start-up qui grouillent autour des milieux agricoles, on voit qu'il y a beaucoup de difficultés. Voilà, enfin, il y a beaucoup de problèmes que veulent résoudre ces start-up et c'est dingue. Moi, je suis toujours étonné par les idées que peuvent avoir un peu tout le monde pour nous accompagner là-dessus. À bonne ou à mauvais escient, parfois. Ouais, il n'y a pas que des réussites, mais en tout cas, c'est dingue. Il y a un formidable attrait qui est... Après, on a un métier hyper vivant, hyper diversifié, qui fait qu'il y a plein de points d'accroche qui sont possibles, quoi. Il y a plein de points d'accroche et puis l'alimentation, la qualité de cette alimentation motive beaucoup d'investisseurs français et étrangers qui n'ont rien à voir le plus souvent avec l'agriculture et ils considèrent que c'est un des enjeux mondiaux et pour le futur et donc de là ils en déduisent qu'il faut investir plus fortement dans les technologies pour l'agriculture. Quand on voit Microsoft qui fait des pubs en montrant des technologies en rapport avec l'agriculture, l'eau, et l'alimentation, on se dit que c'est vrai que, enfin, on sait que Google a investi aussi dans la recherche dans l'agricole, dans les data, c'est assez remarquable, quoi. Effectivement, c'est même avec notre regard à nous, c'est même surprenant. Non pas qu'ils investissent, mais qu'il y ait de tels montants, qu'ils soient prêts à engager de tels montants. Et c'est pas le marché de l'agriculture qui est forcément un marché finalement restreint, mais c'est bien la taille de l'enjeu qui les motive. Ouais, c'est incroyable. On passe à la troisième question. Alors, il y a une troisième question alors. Ouais. Alors attention, de temps en temps, ils sont un petit peu tordus. Là, jusqu'à maintenant, je les ai trouvés calmes au niveau des questions. Question sexo. Ah oui, s'il vous plaît. Voilà. La dernière, elle est souvent plus... Quelle serait la meilleure assistante virtuelle aux côtés de Fernand? Alors, Fernand qui est l'assistant vocal que Promise a développé petit peu, voilà. Alors Karine Le Marchand, bien connue des agriculteurs, pour lancer le Speed Tractor Meeting pour rompre la solitude de certains agriculteurs. Barbara Pompili, l'assistante qui guide les agriculteurs sur les bons usages du glyphosate. Christine Lagarde, l'assistante qui aide les agriculteurs à mieux piloter leur trésorerie. Et Charlotte Jo, je ne connais pas, l'assistante qui envoûte les agriculteurs pour acheter un Valtra. Ah. Eh bien, écoutez, non, je dirais, comme il n'y a pas de bonne réponse, je vais dire Karine Le Marchand, qui je trouve, et finalement, sur un style et des préoccupations très différentes, contribue à donner un côté sympathique à l'agriculture, positif le plus souvent à l'agriculture. Et donc, je vote pour Karine Le Marchand. Je ne sais pas si tu te reconnais un peu, toi, Thierry, dans Karine Le Marchand, au sens où tu veux aussi travailler pour l'image positive des agriculteurs. Oui, non, mais c'est vrai qu'on a aussi un regard critique sur ces émissions un peu de télé-réalité qui montrent des choses, mais et parfois on dit oui, on fait passer des agriculteurs pour des bébêtes. Si on remarque la moyenne, on est tous pareils, on va voir ceux qui nous attaquent, donc on va avoir des agriculteurs qui sont moins avancés que d'autres, on en a qui sont plus avancés, mais c'est vrai que son regard en général est toujours bienveillant, quoi qu'il arrive. C'est une personne très, très bienveillante pour le milieu, je pense. Ouais, très. Et puis, ne serait-ce que de montrer un petit peu, et parfois on voit dans les conjoints qui arrivent que c'est pas non plus la panacée, et ça représente la nature humaine dans toute sa généralité. Et c'est vrai que moi, j'ai pas forcément un regard très négatif. Il y a des agriculteurs qui disent ça nous fait du mal. Ah bon ? Je pense pas. Non. Je suis d'accord avec toi, je pense pas.
Parce que on montre aussi beaucoup de choses et au moins on montre de la ruralité, de l'agriculture. Et je pense que ça, c'est franchement nécessaire, quoi. Ouais, et puis on est sur un côté humain. Je trouve que ça manque beaucoup dans l'appréciation des consommateurs en général. Ouais. Il y a peut-être qu'un point que je regrette un petit peu, c'est qu'on ne perçoit pas au travers de l'émission les vrais enjeux de l'agriculture pour demain. C'est pas. Ouais. C'est vraiment pas l'objectif en même temps. Non, c'est pas l'objectif. Mais c'est pas très montré. Voilà. Bon, ils ont un regard bien ciblé, quoi. Bon, Karine, si tu nous écoutes, que tu veux venir faire une interview tracteur, moi je prends sans problème, on s'arrange. Ça c'est dit. Ils voulaient me faire venir Miss France aussi, j'étais pas contre. Pourquoi pas, hein? Oui. Non, les enjeux, moi tels que je les perçois, on me demande souvent, mais est-ce que tu es optimiste pour l'avenir des agriculteurs? Et moi je pense qu'il y a deux choses sur lesquelles, si les agriculteurs souffrent, et qui est à corriger, et j'ai l'impression que tu es un peu sur les mêmes sujets. Il y a d'une part les prix des produits agricoles qui ne font que baisser depuis des années, et puis l'autre enjeu c'est l'image de l'agriculteur, l'agriculteur entre guillemets empoisonneur. Et je pense que on peut être positif sur ces deux aspects-là. Pour les prix, ben, c'est l'offre et la demande, hein, quand on voit l'évolution des choses, non pas l'horizon de 3 mois ou 3 ans, hein, non. Mais à l'échelle d'une génération, on sait que le problème va être d'être capable, au niveau mondial, hein, de nourrir la population. C'est un vrai problème. Parce que la population mondiale continue d'augmenter très vite, parce que dans les pays, il y a des centaines de millions d'habitants qui... Oula, là, pour croiser les camions. Je crois que tu vas devoir faire quelque chose. Il est d'accord pour te faire passer là. Alors pour les auditeurs, sachez que, eh bien, il y a des très gros camions qui nous croisent et la route est trop étroite. J'ai une petite caméra derrière, donc ils vont voir un petit peu. Mais... Et c'est vraiment des très gros, hein. Ouais, là, et la route n'est pas large, hein. Voilà, il a bien freiné. Ah, mais c'est du lourd, hein. Oui, donc je disais, l'enjeu, c'est d'être capable de nourrir la population mondiale et ces centaines de millions de gens qui, et c'est heureux, ont un niveau de vie qui est meilleur, adoptent un régime alimentaire qui est carné, plus carné qu'il n'était, ce qui consomme davantage de surface, ce qui fait que les experts s'accordent pour dire qu'à l'échelle d'une génération, il faudrait être capable, en l'état actuel des connaissances, eh bien, de doubler la surface de production, ce qui est tout à fait impossible. Donc c'est un élément, la demande, elle est certaine, et puis après, il y a l'offre. L'offre, c'est forcément moins de surface de production, c'est moins de produits de protection des plantes consommés, on est déjà là-dedans, et là aussi, c'est répondre aux besoins des consommateurs, même si, il faut qu'on se le dise, hein, les agriculteurs ont énormément, et les filières ont vraiment progressé. Il y a beaucoup moins d'accidents qu'il y avait par rapport à l'alimentation. Donc on sait objectivement que l'agriculture est beaucoup plus propre et respectueuse qu'elle n'était, mais il n'empêche que ce n'est pas forcément la perception des consommateurs qui sont beaucoup mieux informés qui n'étaient, et donc c'est un genre de décalage. Alors tout ça pour dire, je crois que les prix en agriculture vont augmenter et donc être plus rémunérateurs pour les agriculteurs. Ce qui est une nécessité quelque part, hein, pour arriver à demain aussi avoir des jeunes qui veulent s'installer, voir galérer. On est tous d'accord pour travailler, je pense, et passer du temps, c'est pas le problème. Mais au moins avoir la rémunération. Et donc c'est à la fois une chance et un espoir sur lequel on peut vraiment s'appuyer, parce que le raisonnement que je développe là, il n'est pas local, il n'est pas français, il est mondial. Et je crois qu'on peut s'appuyer dessus. Et à tel point qu'aujourd'hui, quand il y a un accident climatique quelque part significatif dans le monde, eh bien on voit que les prix de certains produits augmentent de façon très violente. Disproportionnée même, on a l'impression. Et donc je dirais, on a déjà les signes de ce qui va se passer d'ici quelques, sans doute, dizaines d'années. Mais en tout cas, pour les jeunes qui s'installent aujourd'hui, je pense
un véritable espoir. On a un joli paysage ici, on est dans le creux de la vallée, là vous pouvez peut-être voir sur les petites vaches sur le côté. C'est un peu vallonné aussi. Hein. Ouais, très sympa, oui, c'est vrai. C'est joli. Je sais pas, on commence à être dans le pays de Bray là. Je crois qu'on a quitté la Picardie. D'accord. Ouais. C'est vrai que c'est magnifique. Hein. C'est joli comme coin. Ouais. Et après on parlait aussi de l'image des agriculteurs. Ouais. C'est un de nos soucis aussi. Hein. C'est vrai qu'on... Moi j'entends beaucoup d'agriculteurs me dire le bio c'est une hérésie, c'est une question de religion un peu pour ceux qui partent. Or, moi je ne vois pas les choses comme ça. Je pense que le bio est presque une chance là aussi. Déjà, je ne considère pas évidemment que ça doit être la raison de vivre de tous les agriculteurs, bien sûr non, que non. Hein. Pas. Mais je comprends que déjà il y a un marché. Et donc comme producteur, on doit s'adapter aux besoins des consommateurs. Donc, il y a un marché, il y a une valorisation différente. Moi, je suis en conversion bio en partie aussi, en conversion en route. Ouais. Et c'est vrai que cette histoire de valeur, quelque part, il ne faut pas la dénigrer parce qu'on en a besoin en agriculture. Et de remettre des valeurs supérieures dans les produits, c'est mettre dans l'image des gens qui peuvent peut-être se le permettre, hein, tout le monde ne peut pas, mais de dire oui, le produit agricole, il a une valeur supérieure que celle qu'on lui donne actuellement, quoi. Voilà, et puis par ailleurs, il y a d'autres bénéfices, effectivement. Il y a moyen, comme tu dis Thierry, de vivre correctement avec des produits bio, même si les rendements sont plus faibles. Mais je considère que globalement, déjà, ça fait avancer l'ensemble des agriculteurs par diffusion lente. Et puis par rapport à la problématique que j'évoquais, le bio, ça pèse un peu sur les cours. On fait moins de volume et donc ça contribue petitement, c'est vrai, mais ça contribue à améliorer en quelque sorte le rapport offre-demande. C'est sûr que ça apporte. Et puis, moi ce que je vois aussi, alors j'aime beaucoup aussi l'agriculture de conservation des sols, Génération, c'est avec la bio a des défauts, entre guillemets, mais ça permet aussi... Ah ouais, là il y a une maison qui a brûlé. Ouais. On traverse un joli village. Mais c'est vrai que la bio contribue aussi, comme d'autres modèles agricoles, à faire avancer la réflexion des agriculteurs, les pratiques et les techniques, quoi. Exactement. Et c'est vrai que ça apporte des solutions. On voit beaucoup d'utilisation de RC-Tri maintenant, enfin beaucoup non, mais ça commence à rentrer dans les mœurs pour diminuer l'impact phyto, ceux qui veulent être en HVE3 ou tout simplement réduire leur impact, trouver des solutions dans ce que pratique la bio parce que c'est un laboratoire intéressant, quoi. Voilà. Donc ça ne peut pas être pour tout le monde, mais il n'empêche que c'est une voie qu'il faut continuer d'explorer, voire de développer le temps que le marché est là et que, comment dirais-je, les cours du bio sont rémunérateurs parce que le bio quand même génère davantage de travail. Oui, mais aussi permet d'embaucher, Exactement. permet de faire travailler des gens. Enfin nous voilà, dans notre secteur, on a du monde, et c'est de la réinsertion parfois aussi de personnes qui avaient quitté un peu le monde de l'emploi. Nous on a la chance de pouvoir embaucher des gens locaux. Tout le monde n'a pas cette chance-là, ils doivent parfois faire venir. On a un paysage agricole magnifique ici. Alors moi j'aime bien les éoliennes, ça ne me dérange pas, d'autres n'aiment pas trop, mais moi ça ne me pose pas trop de problème. Et là on a un beau paysage. Alors Thierry, c'est bon, t'es pas perdu là? Non, je suis bien sur la route. On y va? Il n'y a pas de problème, on est en route. Je vais pas dire que c'est la technologie qui m'a planté, parce qu'en général c'est plutôt l'homme qui se plante par rapport à la technologie, non? Quand on dit ouais mon ordinateur il a... Enfin, après les logiciels qui bug ça existe aussi, hein, ou des ordinateurs, mais bon. Ah plutôt moins maintenant. Ouais. Les premiers, ça devait être comique, c'était les premiers PC, j'allais dire adaptés là. Qui étaient compatibles à autant de pourcents à une époque. Là, pour un créateur de logiciel, ça devait être bien coton aussi. Tu as eu ton premier micro en quelle année, Thierry? Moi j'ai eu un Commodore 64, j'avais
9-10 ans, je crois. Ah oui. Donc je suis tombé dedans vraiment quand j'étais petit. Il n'y avait pas encore de logiciel professionnel agricole, je pense, avec le Commodore. Non, à ma Commodore, connaissance non. en tout cas. Non. Bah, après, on en a vu en PC. Bon, moi j'étais jeune à l'époque, hein, mais je suis de 71, donc dans les années 80, ouais, j'ai vu arriver ces logiciels-là. Bon, c'est vrai qu'ils étaient plus, je pense, sur PC que sur d'autres. Moi j'ai eu du Commodore 64, du Amiga 500 à l'époque, j'étais très... C'était quand même quelque part l'émergence de la micro-informatique. Commodore, Apple II. Apple II, ouais. Qu'est-ce qu'il y avait encore comme marque là, Amstrad. Amstrad, exactement. CPC, là, ensuite les ST. Nous, notre réflexion pour la conception des logiciels, on n'avait pas encore comme entreprise qui n'était pas créée, mais a démarré avec ces petites machines-là. Ah d'accord. Pour analyser et voir les potentialités, essayer de réfléchir à ce que ça pourrait être demain. Oui, ça nous a guidés, interpellés. Je sais qu'il y avait dans nos collaborateurs et au sein de l'école, il y avait des gens qui travaillaient, enfin, ou qui s'amusaient, mais pour qui c'était nécessaire à la réflexion. Ah, puis c'est sûrement l'idée aussi qu'il fallait que l'outil soit accessible, donc utiliser des petites machines pas très chères à l'époque, même si ça valait quand même un petit billet. Ouais. C'était quand même un moyen aussi de diffuser et puis d'arriver à rendre accessible l'informatique, quoi. Exactement. On a travaillé beaucoup sur des TO7 et MO5 à l'école, là, entre autres, mais bon, qui n'étaient pas des machines très adaptées à une activité professionnelle en tout cas. Bon, alors Thierry, c'est bon? T'es sur le bon chemin là? Je suis sur la route. Bon, Jean-Marie, tu m'avais dit tout à l'heure, tiens, je conduirais bien un petit peu le tracteur. Bah oui. On est à 5 minutes, on est sur des petits chemins tranquilles. Ouais. Je vais m'arrêter dès que je peux et je pense que je vais te laisser de volant, ça te va? T'as fini de répondre aux questions, donc. Ouais. je te signale, Thierry, que c'est pas exactement les mêmes manettes que sur le Sommet Camille, hein? Non, bah moi c'est un 850 que j'ai encore à la maison. Ah, t'en as un pour vrai? Ouais, pour vrai. Ah ouais, c'était le tracteur de tête de l'époque et je l'ai encore. Bon, il tire un canon d'irrigation. Hein, ah d'accord. Mais ça reste... ouais. Allez, je vais me serrer c'est un Mergrey, mon frère n'a pas voulu garder ces tracteurs-là? Non, ah ouais. J'ai insisté pour qu'il en garde un au moins, mais j'ai pas réussi à le convaincre. Pour changer, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais, comme ça va aller? Allez. Impeccable. La cabine est grande. Hein. Mais alors, on appuie sur la pédale du milieu. Non, attends, ça déjà. Ça c'est pour la longueur du volant, ouais, voilà. Non, alors pour le ramener, c'est là-dessus. Ah oui, voilà. Tu répondais bien à ma question alors. Voilà. Ok. Ça c'est bon? Oui, c'est bon. Et donc? Alors, c'est comme une boîte automatique. Ouais. On va l'enclencher comme tel. Je vais m'occuper de l'inverseur comme ça, voilà, c'est plus simple. Accélérateur, voilà, et frein, point barre. Il n'y a pas d'appuyer sur l'embrayage parce que c'est embrayage automatique. Et les vitesses se passent aussi automatiquement. Ça va, tout va bien? Tout va bien. Eh ben magnifique. Oh là 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 là. T'as pas perdu la main? Mais tu me l'avais pas dit, mais Thierry, ton fauteuil est bien plus confortable que le mien sur ce côté-là. C'est pour ça que je laisse pas trop de monde conduire en réalité. Alors, il y a combien de spectateurs et auditeurs là, pour ton émission environ, Thierry? Ben, c'est vrai que c'est assez variable. On peut avoir entre 2000, 3000 et 20 000 personnes selon les sujets, selon quand même. Ce qu'on va faire. Bon, sur les interviews tracteurs, on est à moins. Mais même si les premières, on est allé jusqu'à entre 10 000 et 13 000 personnes, quoi. Voilà, après, bon, tout le monde ne regarde pas la totalité non plus, hein, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on essaye d'aborder des thématiques toujours différentes dans l'interview tracteur avec un axe différent. Et je pense que je vais les reprendre aussi en podcast pour les mettre cet été tranquillement sur les ondes d'une façon... il y a des périodes sans doute aussi plus favorables. Oui. Ouais, et puis là, en ce moment, au niveau audience, forcément, il fait beau, on est déconfiné, enfin, en partie. Les gens ont besoin de prendre l'air, quoi. Hein. Et heureusement qu'ils ne sont pas toujours branchés sur leurs ordi ou leur téléphone aussi, quoi. Il faut savoir vivre dans la vie réelle, quoi. Bon, là, on n'a pas une once de vent, les pales, elles tournent à peine hein, dans des éoliennes. Alors, j'ai vu que tu avais commencé à travailler avec Ternet en 2015. Oui.
Bon, et c'était quoi ton objectif à l'époque? Bah, on s'est rencontrés, c'est vrai, en 2015. Alors, moi, adepte de techno, si je suis passé aussi à faire des vidéos, c'est parce que je suis geek. Et c'est vrai qu'on s'est rencontrés, je pense, à l'occasion de salon. Et puis on s'est dit, tiens, quelle connexion on pouvait avoir. Bon, on a cherché un petit peu. Et puis là, dernièrement, c'est vrai qu'avec le rendez-vous Agri, on s'est dit, tiens, bah, on peut se faire un peu un échange d'audience. Pourquoi pas, vous mettez un article sur mon podcast. Moi, je parle de ce que vous mettez en avant dans le rendez-vous Agri. Et puis, ben, ça permet d'avoir, j'allais dire, une synergie positive. On n'a pas d'échange d'argent entre nous. C'est simplement dire, vous faites des choses qui m'intéressent, tu fais des choses qui m'intéressent. Et ben, pourquoi on ne bosserait pas ensemble, quoi. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et depuis lors, on travaille régulièrement ensemble ou... Ouais, bah, toujours pour le podcast, voilà. Après, j'ai travaillé aussi un peu en sujet vidéo avec des gens de chez Ethernet aussi. Hein. Tout à l'heure, on va faire une interview tracteur avec Arnaud Carpon aussi, ouais. pour discuter aussi médias. Et c'est vrai qu'on voit, moi j'ai toujours été étonné, épaté par Ethernet aussi, qui a été le premier, j'allais dire, média digital, quasiment français, ouais. Et qui était agricole, quoi. Oui, on est encore sur des pionniers, c'est incroyable, quoi, à l'époque avec... C'est tout à fait vrai. Est-ce qu'on t'a déjà dit que c'était par accident qu'est né Ethernet? Non, j'ai peut-être pas l'histoire. T'as pas l'histoire? Oui. Oui, parce que, en fait, avec l'avènement de l'Internet, nous qui étions déjà sur le numérique, on a beaucoup de nos clients, agriculteurs ou coopératives ou autres, qui nous disaient, mais est-ce que vous ne pourriez pas faire quelque chose avec cette technologie? Parce que aujourd'hui, on peut aller sur la toile mondiale. La plupart du temps, c'est en anglais, mais on ne sait pas l'utiliser vraiment. Est-ce que donc vous pourriez là, on va prendre à droite, faire quelque chose? Et donc, c'était une demande émanant des clients quelque part. Oui, et nous, on s'est dit, pour nous, c'était un peu brancher des tuyaux. On ne savait pas très bien où on allait. Et donc, on a comme ça fait le premier portail agricole, effectivement, mais sans savoir exactement quel métier on voulait faire avec cette technologie-là. Et donc, on a très vite compris, toutefois, que si un agriculteur venait et que le lendemain, il revenait pour trouver exactement la même chose, on était mort. Et donc, on a dit, il faut qu'on mette des choses vivantes, de l'information en particulier. Et on s'est mis à acheter donc, des fils d'infos, l'AFP, Agro, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait, Agrapresse. Ah oui, Agrapresse, ouais, d'accord. Voilà. Et finalement, comme ça nous coûtait très cher, on s'est dit, on va plutôt embaucher des journalistes. D'accord. Ce qu'on a fait. Et on a embauché un journaliste, puis 2, puis 5, puis 10, et on a fait des croissances absolument fantastiques. C'était pas très rentable, mais on ne savait pas bien où on allait. Et c'est comme ça que, petit à petit, de technologie, en fait, on est arrivé à faire du média sans l'avoir complètement, pas du tout, même sans l'avoir voulu. Donc c'est pour ça que je parle d'accident. D'accord. Ouais. Jusqu'à arriver à intégrer même le plus grand média agricole. Là, c'est encore peut-être une autre aventure. Quand on a repris le groupe France Agricole, c'est eux qui sont venus nous voir en nous disant, déjà, notre propriétaire nous vend, hein, c'était un fonds de pension, et on sait par ailleurs que l'avenir, je vais tout droit, hein. Ouais, on reste tout droit, ça va être là un peu plus loin sur la droite ou sur la gauche, mais on est bientôt arrivé. Et par ailleurs, l'avenir de notre métier, nous qui sommes presse papier uniquement, on sait que ça va passer un peu par voire beaucoup par le numérique. Alors vous êtes un peu des bricoleurs de l'information, nous on est des spécialistes. À l'inverse, nous on ne sait absolument pas ce que c'est que le numérique. D'accord. Et donc ils ont imaginé, sans nous le dire, que peut-être il y avait un mariage intelligent à faire. Et quelque part on s'est laissé convaincre par le projet qui nous semblait avoir beaucoup de valeur pour le monde agricole. D'accord, c'est intéressant. Moi je connaissais pas, connaissais pas cette histoire, mais c'est vrai que c'est... Et là c'est le cas aujourd'hui. Il y a de plus en plus de numérique dans le groupe France Agricole. Et chacun... C'est là? Là ça va être à gauche, ouais. Apparemment. Oh.
On va laisser la voiture passer peut-être. Ouais. Oh, dis donc, Ah, ça freine. la brutalité des freins. C'est vrai qu'il faut s'habituer, hein, mais bon, bon, ça va, t'as pas perdu la main quand même. Ouais, on va rentrer dans la cour, je pense. Je sais pas où tu veux qu'on se mette là. Ouais, on va se mettre là dans la cour. C'est bien, impeccable. Hop, Allez. je sais plus qu'à. Eh ben merci pour cette petite balade et Vraiment, ceci lieu c'était intéressant. très agréable de renouer en plus avec cette machine moderne. Là, ça m'a fait quelque chose. C'est un vrai plaisir. Eh ben, Et merci. puis te connaître un peu mieux, Thierry, c'est vraiment très Ouais. agréable. Merci à toi Je d'avoir te souhaite répondu. encore beaucoup de bonheur et de plaisir dans tes aventures. Je sais que tu es parti pour le Tour de France. Ouais, on est en route là et c'est vrai que c'est toute une aventure mais intéressante pour essayer de découvrir nous-mêmes et puis d'aider à faire découvrir plein de choses dans plein de milieux agricoles, quoi. Ça te prend quoi, un mois? Là, on va prendre 4 fois une semaine, même plus, une 5e semaine. 5 semaines. Bon, plus toute l'organisation, bien entendu, donc ouais, c'est plutôt pas mal. Le trajet est peut-être pas encore complètement arrêté, si? Non, ça avance, ouais, on a Avance. les secteurs, ouais, on sépare ça, mais voilà. D'accord. Bon, bah merci. Encore, merci à toi. À bientôt.